Bon. Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, chers collègues, je vous remercie d'être présents aujourd'hui devant la délégation aux droits des enfants pour qu'on puisse prendre connaissance de vos recommandations. J'aimerais au préalable rappeler que la violence à l'endroit des enfants dans notre pays relève du systémique. On en trouve dans tous les milieux, dans tous les secteurs. Ces derniers mois, l'Assemblée nationale a connu plusieurs rapports, que ce soit sur la protection de l'enfance, soit sur la culture, que ce soit sur le scolaire. Et puis, on voit bien chaque jour que ces violences faites aux enfants sont partout dans notre société. Et donc, bien entendu, ces recommandations sectorielles sont bienvenues, mais nous devons aussi trouver les moyens que notre société évolue en trouvant les pistes communes afin que les voix des enfants comptent et surtout de rappeler qu'un enfant n'est pas un objet destiné à assouvir les pulsions malsaines de certains adultes. Et donc, c'était aussi le rôle de notre délégation de pouvoir vous entendre. Et donc, j'en viens à votre rapport et vos propositions. En octobre 2023, des anciens élèves du groupe Notre-Dame de Bétarame se concertent sur un groupe sur les réseaux sociaux. Et une centaine de plaintes sont déposées. Et en 2025, on comptabilise plus de 212 plaignants dénonçant des violences et abus sexuels, principalement ayant eu lieu dans les années 90, puis jusqu'à la fin des années 2010. À la suite, bien entendu, de ces plaintes, la parole s'est libérée chez d'autres anciens élèves d'autres établissements d'enseignement privé sur tout le territoire, que ce soit dans les Pyrénées-Atlantiques, en Bretagne ou en Lorraine. Et donc, en février, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a demandé à exercer ses prérogatives attribuées aux commissions d'enquête afin de se pencher sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Donc, les travaux d'enquête que vous avez menés dans le cadre des affaires culturelles se sont attachés à évaluer l'application des dispositifs de contrôle tant administratifs, pédagogiques que financiers prévus dans le droit en vigueur. Après plusieurs mois de travaux, vous avez proposé 50 recommandations et je souhaitais bien entendu vous entendre sur ces premières recommandations et sur ce qui pour vous est prioritaire. Je vais vous laisser la parole pour un propos préliminaire et ensuite nous en viendrons bien entendu aux questions. Ce qui m'intéresse bien entendu, c'est qu'est-ce que vous avez constaté comme manquement au contrôle des établissements scolaires pour prévenir ces violences. Quelles sont les raisons qui ont conduit à ces manquements? Quelles propositions faisons-nous surtout pour pas que ça se reproduise? Que regarder le passé, c'est important, mais il faut aussi préparer l'avenir. Le but, c'est de traiter aussi les futurs, ce qu'on espère, non victimes. Et le but, c'est qu'on n'ait pas de nouvelles, ou le moins possible de nouvelles victimes. Et on était tout à l'heure avec les enfants et ils nous ont bien tous dit que la parole des élèves était compliquée à exercer dans les établissements. Donc, tous ces... ce que vous allez pouvoir nous indiquer sur ces sujets-là sont pour nous importants. Donc, je vous laisse bien entendu la parole et puis après, on passera aux échanges sur les différentes questions que nous avons. En tout cas, merci d'être là. Et voilà, il y en a plusieurs députés qui devaient revenir, mais bon, peut-être que l'hémicycle fait que, voilà, on oublie souvent que le parallélisme de plusieurs travaux en même temps fait que parfois on est obligé de prioriser et c'est pas forcément voilà, toujours très agréable. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse donc la parole. Merci Madame la Présidente pour l'invitation, pour ce mot d'accueil et bonjour à tous, chers collègues. Vous dire que nous sommes très heureux d'être présents aujourd'hui en délégation des droits de l'enfant pour vous faire part des conclusions de ce rapport, de nos recommandations qui, je crois, intéressent directement votre délégation, puisque bien sûr nous parlons des élèves, mais ces élèves sont des enfants, ce sont des adolescents. Et la question des violences, vous l'évoquiez, je crois, juste avant, avec des enfants et des adolescents, elle est au cœur de cette commission d'enquête, une commission d'enquête née du cri des victimes de Bétarame, amplifié par celui de centaines d'autres à travers le pays, un cri qui a brisé l'omerta, qui a libéré une parole qu'il nous fallait, à nous, députés, entendre et comprendre pour contribuer à la rendre salvatrice. C'est ce que nous avons tenté de faire
à travers une commission d'enquête parlementaire, c'est-à-dire en nous dotant de moyens d'agir par des contrôles sur place, sur pièce, d'agir par le pouvoir de convoquer quiconque, des victimes, des experts, des syndicalistes, des associatifs, des directeurs d'administration centrale, des recteurs, des préfets, des ministres, même le Premier ministre, que nous avons entendu sous serment, agir par le moyen de nos questions, des questions de l'ensemble des membres de cette commission d'enquête parlementaire pour contribuer à la manifestation de la vérité. Nous avions un but, identifier des défaillances dans les mécanismes de contrôle de l'État et dans la prévention des violences, empêcher d'autres bêta-rames, protéger tous les enfants, quel que soit le type d'établissement qu'ils fréquentent. Et le débat fondateur qui a permis la création de cette commission d'enquête a fixé un périmètre très large, celui qui nous a conduit à nous intéresser à l'ensemble des établissements scolaires du pays, quel que soit leur statut, public, privé sous contrat, privé hors contrat. Nous avons ainsi contrôlé 10 institutions à travers le pays, dont un établissement public, le lycée Bayen de Châlons-en-Champagne, un établissement privé sous contrat, le collège-lycée Beaurameau, anciennement Bétarame, dans le Béarn, et une école privée hors contrat à Riaumont, dans le Pas-de-Calais. Nous avons saisi puis analysé plus de 10 000 pages de documents. Nous avons auditionné 140 personnes pendant plus de 56 heures sur un travail qui nous a conduit à avancer durant 4 mois. Ce travail, nous n'aurions pu le conduire au même terme sans avancer, Violette Spielbout et moi, toujours dans la même direction, avec nos regards et nos convictions, c'est-à-dire avec nos différences, aussi fortes qu'utiles à nos travaux. Ces différences n'ont jamais constitué d'obstacle à notre élaboration commune, qui a donc abouti à ce rapport et 50 recommandations, toutes partagées. Elles sont destinées à prévenir et lutter contre les violences commises par des adultes ayant autorité sur des élèves en milieu scolaire. Merci. Comme vous l'aurez remarqué, Madame la Présidente, merci de votre invitation tout d'abord. Et comme vous l'aurez remarqué, on fait à 2 voix pour tenir un rythme et un timing d'une vingtaine de minutes maximum pour l'ensemble de notre présentation. Vous nous avez demandé de vous parler des constats et effectivement, ce que nous avons entendu et documenté est glaçant. Nous avons souhaité avec Paul Vanier et avec la présidente de commission, que je salue aussi pour son engagement à nos côtés, Fatia Kelwahachi, auditionner les victimes en premier. Et cette première audition qui a eu lieu ici, les victimes étaient aux places que nous occupons aujourd'hui, a été extrêmement marquante, y compris dans la profondeur et l'intégrité du travail que nous avons fait, au regard de la souffrance encore si réelle qu'elles ont toutes, il et elles, exprimée pendant cette audition. Oui, les violences en milieu scolaire ont existé, mais comme vous l'avez rappelé, elles persistent encore, pas de la même façon, peut-être pas avec le même systémique que dans des années révolues, mais avec parfois autant de force et parfois autant d'omerta. Elles touchent tout type d'établissement, mon collègue l'a rappelé, et nous avons vraiment un spectre qui, certes, est plus important dans l'étude sur les établissements privés catholiques sous contrat, mais c'est bien attelé à l'ensemble des mesures pour l'ensemble des établissements. Et il faut dire que nous ne sommes pas partis de rien, nous sommes partis de ces témoignages, mais aussi de travaux et de recommandations qui avaient été faits, et vous venez d'en recevoir le Collège des jeunes, par la Civise et par la SIAZ, qui avaient non seulement tiré la sonnette d'alarme, mais émis un certain nombre de recommandations que nous avons reprises dans ce rapport. Le rapport met en évidence un angle mort qui est peut-être massif, c'est celui du lien entre les établissements privés sous contrat et l'État sur le plan du contrôle. Ce contrôle, finalement, que ce soit à Bétarame ou dans les autres établissements, on a pu constater qu'il était inexistant, voire quasi inexistant. Entre 2017 et 2023, il y a eu 12 établissements contrôlés privés sous contrat sur 7500 établissements en France. Donc on peut dire quasi inexistant, quand ce n'est pas le cas pour le public, qui a des inspections assez régulières, et pas le cas non plus pour les établissements privés hors contrat, parce que le modèle de l'agrément hors contrat fait qu'il y a des inspections régulières tous les 5 ans, au moment du renouvellement de l'agrément, etc. Et donc c'est un angle mort qui est issu d'une histoire de notre pays et de ses relations avec ceux qui étaient prioritairement les établissements privés sous contrat, à savoir catholiques, mais qui aujourd'hui, dans l'inexistence de ces contrôles, a permis de mesurer à quel point ça avait finalement laissé passer sous silence un certain nombre de libérations de la parole d'enfants,
principalement, mais aussi de parents et de lanceurs d'alerte qui n'ont pas été entendus par, globalement, je dirais, la puissance publique. Et Betaram n'est pas un cas isolé. Je crois que ce rapport le démontre. Tout au long des plus de 350 pages, vous pouvez lire les témoignages, les signalements de ce qui nous a conduit, nous, à faire des signalements au procureur de la République, des témoignages qui sont arrivés pendant nos travaux. On a fait 80 signalements co-signés de Paul Vanier, moi-même et Fathia Kalouachi, reprenant à chaque fois les témoignages de victimes qui, pour la première fois, s'exprimaient auprès de nous, transmis donc au procureur. Ça représente environ 50 départements en France, donc on n'est pas du tout sur un cas isolé, on n'est pas que sur le sud-ouest non plus, c'est vraiment partout en France, et c'est des signalements au titre de l'article 40, pour lesquels nous avons déjà reçu à ce jour un certain nombre de réponses, des procureurs qui ont pris en compte ces signalements, et d'autres pour lesquels on n'a pas de réponse, et nous nous faisons un point d'honneur à le suivre dans les mois à venir à partir de la rentrée, pour ne pas laisser tomber ces témoignages de victimes. Et ces signalements ont été mis en copie à chaque fois au rectorat concerné, afin qu'il y ait un suivi au niveau administratif de l'établissement, quelle que soit la date des phénomènes. Nos déplacements ont permis de documenter 3 cas édifiants, 3 cas différents en termes de statut qu'a réévoqué Paul Vanier. À Betaram, ça représente aujourd'hui à peu près 250 plaintes, dont 90 à caractère sexuel, sur des faits étalés sur plus de 50 ans. À Riaumont, c'était un statut qui était d'abord un village d'enfants, donc une communauté religieuse qui faisait internat quand les enfants allaient à l'école publique, au collège et à l'école primaire dans la ville de Liévin, où est situé l'établissement. Puis ensuite, c'est devenu une école privée sous contrat, donc il y a eu plusieurs statuts, ce qui nous a permis d'étudier ces différents statuts. Et puis à Châlons, nous avons étudié un établissement public avec une section artistique dédiée au cirque, où une lanceuse d'alerte isolée avait lancé les choses sur plutôt un fait qui n'était pas systémique avec plusieurs agresseurs, mais un agresseur qui a agi pendant de nombreuses années. Et c'est des faits beaucoup plus récents, puisqu'on est sur les années 2020 à 2023. Voilà les constats que nous avons faits, et vous le voyez, finalement une défaillance de l'État et un constat de défaillance de l'État qu'on va présenter, qui s'établit bien sur ces 3 études de cas et sur tous les témoignages que nous avons reçus bien largement, et de localisation et de phénomènes assez différents les uns des autres. Cette persistance donc des violences, ce ne sont pas les violences d'un passé révolu, ce sont aussi les violences de notre présent. Elle s'explique d'abord par une défaillance majeure de l'État, une défaillance en particulier en matière de contrôle. Et rappelons que ces contrôles sont des obligations qui sont déjà prévues par le Code de l'éducation pour tout type d'établissement, public, privé sous contrat, privé hors contrat. Les contrôles des établissements publics sont réalisés, même si nous pensons qu'il y a une clarification à apporter en matière de prérogatives des différents corps d'inspection, des types de contrôles qui sont menés, et c'est dans le cadre des établissements privés sous contrat que la défaillance est absolument criante. Spielbout l'a rappelé, ces 7 dernières années, entre 2017 et 2023, c'est 12 contrôles sur 7500 établissements. Rappelons que ces établissements accueillent 2 millions d'élèves, et ils sont ainsi exposés à une situation de vulnérabilité qui est insupportable en raison de ce défaut de l'État. Et il y a là urgence pour nous à corriger cette situation pour garantir que tous les enfants, tous les adolescents, tous les élèves, quel que soit encore une fois le statut de l'établissement qu'ils fréquentent, soient protégés, notamment par le contrôle, qui n'est pas le seul moyen, mais qui est un moyen essentiel. Pour avoir aussi un exemple à une échelle une échelle académique, l'Académie de Nantes, une académie qui compte près de 50% d'établissements privés sous contrat, celle dans laquelle la proportion est la plus forte, avec l'Académie de Rennes, 1139 établissements, un contrôle entre 2017 et 2023. On voit à quel point la défaillance est générale, est totale, et nous recommandons de ce point de vue-là, même si des moyens supplémentaires ont progressivement été fléchés pour renforcer les corps d'inspection depuis 2023 notamment, nous considérons que pour atteindre les objectifs qui sont aujourd'hui fixés par le gouvernement, il y a urgence à revaloriser les corps d'inspecteurs académiques, inspecteurs pédagogiques régionaux, d'en faciliter l'accès en assouplissant les conditions de participation au concours, et nécessité de créer davantage de passerelles entre les corps d'enseignants, d'inspection et de direction.
Nous identifions un autre enjeu en matière de contrôle, celui de la clarification des périmètres d'intervention des inspecteurs de l'éducation nationale. Et de ce point de vue, nous recommandons de conforter dans la loi la possibilité pour les inspecteurs de contrôler la vie scolaire et de garantir un contrôle des internats. Nous fixons plusieurs objectifs dans nos recommandations, celle d'un contrôle à minima tous les 5 ans dans les établissements privés sous contrat, et nous avons indiqué qu'il est aujourd'hui inexistant, et d'un contrôle tous les 3 ans dans les établissements du second degré dotés d'un internat, quel que soit là leur statut, public ou privé, d'un contrôle tous les ans dans les établissements qui disposent d'un internat et qui sont des établissements du premier degré. Il existe des internats aussi dans le premier degré. Renforcer les moyens de contrôle, clarifier le périmètre du contrôle, assurer un suivi de ces contrôles avec la nécessité de courriers du recteur systématiquement adressés aux établissements contrôlés pour leur faire part de mises en demeure lorsque certaines ont été formulées, et garantir que ces mises en demeure, si elles ne sont pas observées, peuvent conduire à des ruptures de contrats d'association notamment, et à d'autres sanctions. Nous proposons d'ailleurs d'élargir la gamme des sanctions que le Code de l'éducation rendrait possible de prononcer, qui pourrait aller de l'amende, de l'interdiction de l'inscription de nouveaux élèves, de la rupture du contrat d'association, jusqu'à la fermeture administrative de l'établissement, parce qu'il nous paraît qu'au-delà de la question du financement public, en l'occurrence de ces établissements, dans certaines circonstances, là où des faits de violence systémique pendant des décennies sont intervenus, il y a pour protéger les enfants la nécessité de fermer certaines structures. Nous appelons de ce point de vue à permettre aux recteurs de réunir les commissions de concertation qui rendent un avis préalable à la rupture du contrat d'association. Nous appelons à clarifier les règles de convocation, d'organisation, la transparence aussi des décisions de ces commissions de concertation, et à prévoir leur réunion systématique dès lors que des faits de violence pointés par des mises en demeure n'auraient pas été suivis d'actions correctives. Enfin, pour améliorer et harmoniser cette politique de contrôle défaillante à géométrie variable, nous recommandons d'unifier son pilotage en confiant à la Direction générale de l'enseignement scolaire les mêmes missions s'agissant des établissements privés sous contrat que celles qui lui sont confiées pour les écoles et établissements publics, en recentrant la direction des affaires financières qui aujourd'hui au sein du ministère de l'Éducation nationale assume en vérité le pilotage de la politique éducative pour ces 7500 établissements privés sous contrat, en recentrant cette direction des affaires financières sur les seuls domaines financiers. À côté d'une politique de contrôle ainsi clarifiée, étendue et renforcée, il convient également de corriger l'insuffisance de la prévention des violences. La généralisation et le renforcement du contrôle de l'honorabilité des personnels paraît de ce point de vue indispensable. Elle est prévue par le Code de l'éducation, elle s'applique pleinement pour les agents publics exerçant dans un établissement public ou privé sous contrat. Leurs antécédents judiciaires sont ainsi systématiquement contrôlés lors de leur recrutement. Et pour les personnels en contact avec des mineurs, une recherche dans le FIJES, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, est également réalisée. Mais ces modalités ne sont pas assurées pour les personnels de droit privé, en particulier dans les établissements sous contrat. Nous recommandons ainsi de permettre aux dirigeants des organismes de gestion de ces établissements de faire procéder à tout moment, sur simple demande, au contrôle du casier judiciaire et à la vérification du FIJES pour les personnels et bénévoles exerçant dans leur établissement. Pour lutter contre les violences, il est par ailleurs indispensable que les enfants apprennent à reconnaître les violences et à connaître leurs droits. De ce point de vue, le contrôle de la bonne mise en œuvre de l'enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle nous paraît absolument nécessaire, de même que la participation d'associations spécialisées dans la protection de l'enfance à des séances d'information et de sensibilisation des élèves est cruciale, bien qu'aujourd'hui limitée. Pour la développer, nous recommandons de rendre publics les critères de délivrance des agréments nationaux et académiques et de donner à ces associations une visibilité financière par la signature systématique de conventions pluriannuelles d'objectifs. Enfin, nous recommandons l'élaboration d'un plan pluriannuel de formation dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants et le recrutement de personnels médico-sociaux indispensable au repérage systématique des faits de violence, en portant une attention particulière au premier degré, où les missions du service social en faveur des élèves demeurent beaucoup trop rares.
Donc nous avons évoqué les constats, nous avons évoqué les propositions que nous pouvions faire sur le contrôle et les inspections suite aux défaillances de l'État. A été présenté aussi un certain nombre de recommandations sur la prévention, et nous arrivons aussi sur les recommandations sur le signalement et la protection des enfants dès qu'il y a un signalement. Les procédures de signalement, dans les constats que nous avons relevés, sont extrêmement confuses entre le signalement à la justice, l'article 40 devant le procureur de la République, le signalement au 119 à la protection de l'enfance, le signalement au conseil départemental du département, les CRIP, ces fameuses commissions qui recueillent les informations préoccupantes qui sont normalement dédiées aux violences intrafamiliales, et puis les signalements hiérarchiques pour le sujet du suivi administratif et des sanctions au sein des établissements scolaires et de l'éducation nationale ou des directions diocésaines. Et si ces procédures, au fur et à mesure de la commission d'enquête, nous avons pu en relever un périmètre assez précis, force est de constater, avec les auditions de syndicats, d'enseignants, du public, du privé, qu'elles ne sont pas maîtrisées malgré les formations et qu'un certain nombre de freins s'imposent à leur efficacité et leur suivi. Le premier frein étant que quand il s'agit de violences systémiques, l'obligation de passer par un chef d'établissement, par exemple, pour déclarer aussi sur le logiciel fait établissement de l'éducation nationale, est un frein et peut empêcher la libération de la parole. Et puis l'absence de retour sur ces signalements, qu'ils viennent d'un lanceur d'alerte, d'un enfant ou d'une famille, font qu'il y a un découragement parfois dans l'ensemble des personnes. Donc face à tous ces constats, face à une culture du signalement qui est extrêmement faible, qui est plutôt dominée par une culture du silence, et parfois même par autocensure, nous avons formulé un certain nombre de recommandations, dont la création d'une cellule de signalement centralisée au niveau national, Signaléduc, sur le modèle de ce qui se passe dans le sport suite à l'ensemble des missions sur les violences sexuelles dans le sport. Signaléduc, c'est l'idée qu'un parent, un enseignant puisse signaler directement sur cette plateforme une violence d'un adulte ayant autorité sur un enfant, sans passer, s'il ne le souhaite pas, par la direction de l'établissement, et que cette plateforme puisse avoir un rôle à la fois d'accueil de la parole avec des personnels formés, de suivi et d'accompagnement sur les suites judiciaires et hiérarchiques de ce signalement, sur le conseil aux mesures notamment conservatoires qui devraient être prises par un chef d'établissement pour protéger d'autres victimes éventuelles, tout en respectant la présomption d'innocence, et le retour à celui qui a eu le courage de signaler. Et puis un autre utilité de cette cellule centralisée, c'est l'établissement de statistiques et de chiffres précis sur ces violences, puisque le logiciel fait établissement, qui aujourd'hui n'était limité qu'au privé et va être étendu au public, ne permet pas une analyse fine public et va être étendu au privé, ne permet pas une analyse fine de ces statistiques, parce que c'est globalement tous les faits de violence. Donc il peut y avoir les violences entre élèves, les violences liées au harcèlement, et il y a parfois dans les histoires qui sont témoignées auprès de ceux qui recueillent la parole, des doutes aussi dans la qualification du fait et dans les origines du fait et le classement, on va dire, du signalement. Et puis un lien étroit entre cette plateforme, cette cellule Signaléduc et le 119, qui a besoin de voir ses moyens renforcés, sécurisés. Je crois qu'il y a des travaux chez vous à la Commission des droits de l'enfant sur ce sujet. Nous avons pu échanger avec Sarah El Haïry, et le 119, qui est un réflexe de plus en plus répandu, doit être renforcé dans l'ensemble des établissements publics et privés et doit pouvoir être saisi dans le cas de violences intrafamiliales qui arriveraient sur cette plateforme Signaléduc. Et puis, on souhaite rendre obligatoire ce retour aux signaleurs pour que les lanceurs d'alerte non seulement connaissent mieux leurs droits, mais puissent aussi avoir le courage de signaler lorsqu'il s'agit d'un collègue, ce qui est toujours difficile dans une communauté éducative. Alors, nous n'avons pas évoqué les 50 recommandations dans leur totalité, mais ces 50 recommandations, elles sont à chaque fois le plus poussées possible, avec des argumentaires, des témoignages. Nous avons maintenant devant nous un travail d'une autre nature, celui d'examiner avec les administrateurs qui nous ont aidés à faire ces travaux et que nous remercions, de tri entre les mesures qui seront d'ordre législatif, d'ordre réglementaire ou de l'ordre d'évolution au sein de la société. Nous avons même évoqué des recommandations
qui s'adressent plutôt d'ailleurs aux directions diocésaines ou aux établissements eux-mêmes et qui ne relèveront pas du pouvoir exécutif ou législatif, mais il nous semblait important d'avoir l'ensemble du spectre. C'est donc un travail que nous aurons à poursuivre avec l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale, avec, nous l'espérons, un travail étroit au sein de la délégation aux droits de l'enfant qui, sur certaines recommandations, a déjà fait des travaux et qui vont se rejoindre en termes d'intérêt de l'enfant et des droits de l'enfant. Nous retenons aussi que c'est un rapport qui certes bouscule, dérange, parce qu'il lève un tabou sur pas mal de sujets et puis qu'il a provoqué des témoignages qui sont parfois rares, parfois uniques, parfois extrêmement violents. Mais en même temps, c'est une commission d'enquête qui a permis d'être utile dès le moment où elle a commencé à fonctionner pour cette libération de la parole, mais aussi pour des actions. On l'a vu au ministère de l'Éducation nationale, où des choses ont bougé, et aussi au niveau du secrétariat général de l'enseignement catholique, qui a fait les annonces sur l'enseignement à la vie affective et sexuelle, mais aussi sur le contrôle, mais aussi sur le contrôle de ses propres internats, en contrôle interne. Voilà, il y a des choses qui bougent, et donc je crois que l'ensemble de la société est prête maintenant, aujourd'hui, à prendre des mesures qui protégeront mieux nos enfants. Ce rapport a été adopté le 25 juin en commission des affaires culturelles et de l'éducation très largement, un moment fort de dialogue avec des critiques aussi auxquelles nous sommes efforcés de répondre sur l'impact médiatique et la transparence que nous avons voulu faire au cours des travaux. Et nous sommes bien sûr ouverts à toutes les questions pour avancer ensemble et faire en sorte que cet esprit transpartisan qui nous a animés au long du travail et des auditions puisse se poursuivre au sein de l'Assemblée nationale en se traduisant en actions concrètes au service des victimes anciennes et, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, des non-victimes de demain. J'ai bien aimé cette expression. Merci beaucoup. Chers collègues, qui veut en premier? Allez-y. Bonjour et merci à vous, même si on s'est beaucoup croisé déjà dans la commission d'enquête elle-même. Cette fois-ci, c'est en tant que membre du bureau de la délégation aux droits des enfants que je vous entendais. On a quand même un problème dans notre pays sur les violences faites aux enfants. On est le temps de l'enfance, comprend l'éducation nationale, et on voit bien toutes les défaillances encore qu'il y a au sein de l'éducation nationale. On recevait encore tout à l'heure les jeunes de la Civise et des autres conseils qui disaient pour certains qu'ils ne connaissaient pas le 119. On a quand même une grosse problématique de communication des droits et des devoirs des uns et des autres, notamment envers les enfants, mais aussi les personnels, vous l'avez dit. Ce temps de l'éducation nationale, qui est un temps très important dans le temps de l'enfance, je mêle exprès les deux. Donc évidemment, et je suis sûr et certain que je peux associer Madame la Présidente Perrine Goulet à mon souhait de vous accompagner évidemment dans tous les travaux que vous souhaiteriez faire ensuite. Mais on a une réflexion quand même globale à mener sur la manière dont on considère les enfants. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, je le reprends exprès parce que pour moi c'est quelque chose de choquant. Hein. Ça rejoint la préoccupation qu'on a pour les enfants. Quand on parle santé mentale des enfants, on met une vis aux fenêtres pour pas qu'ils sautent. C'est ça qui se passe dans nos établissements scolaires et pour moi c'est un petit peu la même chose, la manière dont on a considéré les violences faites aux enfants dans les établissements scolaires. Donc il va falloir qu'on arrive à avoir une réflexion globale quand même sur ce que l'on fait à nos enfants, ce qu'on leur fait subir, au-delà de toutes ces violences que l'on n'a pas suffisamment prise en compte. Merci beaucoup pour votre travail. Je sais qu'il était important et parfois certainement difficile au vu du nombre de témoignages que vous avez eus. Mais continuons ensemble le trajet. Merci à vous pour tout ce travail. Je n'ai plus de questions particulières. Je pense qu'on les a beaucoup évoquées déjà ensemble. Madame Rouleau. Merci Madame la Présidente, merci Madame et Monsieur les rapporteurs. J'aurais des petites questions précises et puis des questions plus globales. Dans les questions précises, vous avez évoqué le fait que les établissements sous contrat étaient peut-être moins contrôlés que les autres,
puisque apparemment les établissements publics le sont davantage et ceux qui sont hors contrat aussi. Alors déjà, petite remarque, vous avez parlé pour les établissements sous contrat, uniquement des établissements catholiques, mais je suppose que ça vise d'autres établissements religieux et pas uniquement catholiques. Et surtout, avez-vous un chiffre à nous communiquer sur les contrôles faits dans les établissements publics et hors contrat? Donc ça, c'est ma première question. Ensuite, vous avez dit qu'il n'y avait pas toujours de compte après un contrôle. J'ai pas tout noté, mais vous avez dit il n'y a pas toujours de suite après un contrôle où il y a des dysfonctionnements, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a pas toujours de suite. Donc là, j'ai été étonnée. Je vais vous demander de bien vouloir préciser. Ça, c'était pour mes questions. Pour les remarques, je partage 100% votre avis d'imposer un contrôle FIJES, c'est-à-dire regarder déjà au fichier des infractions sexuelles, savoir effectivement si la personne que l'on recrute, dans la mesure où elle travaille avec les enfants, n'a pas commis d'infractions sexuelles. Je trouve que c'est une excellente recommandation. Vous avez après parlé d'un problème qui me tient à cœur, ce sont les signalements. Il y a 2 problèmes qui me tiennent à cœur, et autant vis-à-vis des enfants d'ailleurs que vis-à-vis des femmes, enfin particulièrement vis-à-vis des enfants, c'est le signalement. Parce que le signalement, vous avez évoqué la CRIP, vous avez évoqué le 119, etc. Mais il faut savoir que beaucoup d'informations, vous avez eu l'air de dire on a peur de signaler, il n'y a pas assez de culture de signalement, mais moi, enfin, en tant qu'ancienne avocate et en tant que membre des commissions, par exemple du manquement des politiques publiques de la protection de l'enfance, c'est pas tant ça que j'ai retenu, c'est plutôt à partir du moment où il y a un signalement, il y a souvent, enfin dans bien des cas et dans des cas très tristes, dans des cas où on a des morts d'enfants après, il n'y a pas de poursuite en fait. Et je vous donne, désolée Madame la Présidente, je répétais mon histoire du petit Bastien qui n'est pas une infraction sexuelle, mais le petit Bastien en Seine-et-Marne, hein, qui avait fait l'objet de 9 signalements et 3 informations préoccupantes et qu'on a retrouvé et qu'on a mis dans une machine. Son père l'a mis dans une machine à laver, il en est mort. Et donc moi, mon gros souci, et j'ai d'ailleurs préparé une PPL sur ça, mon gros souci, c'est qu'entre le signalement et la saisine du procureur, je voudrais que, comme pour les violences faites aux femmes, où une femme peut, en 6 jours, avoir une audience devant un juge, quand elle est victime de violences intrafamiliales, elle peut, en 6 jours, un juge rend une audience et détermine s'il y a urgence et vraisemblance dans les violences, et auquel cas il prend des mesures provisoires. Il ne juge pas, il prend des mesures provisoires de façon à écarter le danger. Eh bien moi je voudrais la même chose pour les enfants. Donc et je voudrais surtout qu'en fait oui, l'éducation nationale aussi puisse, ou d'autres corps de métier, un médecin, des gens de confiance, puissent avoir ce pouvoir de saisir un juge de façon à enjamber le signalement, parce que je vous assure que quand on creuse un petit peu, on est atterré de voir ces enfants qui souffrent, qui ont fait des signalements et qui sont laissés en fait dans leur milieu, dans l'environnement qui les maltraite. Merci. Ça, c'était pour le signalement. Et juste Rapide. Alors très rapide, c'était sur quoi déjà? Vous avez parlé du signalement et de la plateforme. Alors je sais pas exactement ce que vous voulez faire, mais effectivement moi ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait tout simplement une possibilité de déposer plainte en ligne. Vous avez parlé de la plateforme, vous allez mieux nous l'expliquer, parce qu'elle est un peu à mi-chemin entre mon idée et la CRIP, cellule de recueil d'informations préoccupantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, vous me permettrez de compléter. Sur le 119, vous demandez d'augmenter les moyens. Le 119, c'est un budget que je suis dans le cadre de ma casquette commission finances, ayant le rapport Solidarité Nation Égalité des chances. Et en fait, à ce jour, c'est pas tant une notion de budget supplémentaire que de difficulté de recrutement. Comment, à votre avis, plutôt on fait pour essayer de donner envie aux personnes d'aller sur ces fonctions-là? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le véritable sujet, c'est celui-ci. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas eu d'augmentation forcément de demande de moyens depuis quelques années, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à recruter. Mais bien entendu, on est bien d'accord que le 119 est très important, on le rappelle encore et encore, parce que c'est encore, on l'a vu tout à l'heure, un numéro qui n'est pas encore assez connu.
Sur Signal Éduc. Là, j'ai plusieurs questions. La première question, comment vous envisagez ce dispositif? Nous, à la délégation, nous avions plutôt préconisé un référent par département pour accompagner les informations préoccupantes, la rédaction des informations préoccupantes. Du coup, comment, si on a cette Signal Éduc, mais comment on fait pour que ça redescende dans les départements et comment on accompagne les enseignants pour savoir faire ces signalements? Comment aussi on articule ce Signal Éduc avec la lutte contre le harcèlement pour qu'on n'ait pas plusieurs dispositifs? Les enfants nous disaient tout à l'heure qu'il y avait trop de numéros et qu'ils ne savaient pas forcément où appeler quand ils avaient une difficulté. Et puis sur la boucle de retour, nous l'avions également proposé. Bien entendu, c'est important que ce soit le département qui fasse une boucle de retour, mais aussi l'éducation nationale auprès des enseignants, voire la justice. Parce que trop d'enseignants font des signalements et n'ont pas le retour. Mais voilà, voir un petit peu comment on traite ça. Et surtout, l'obligation de ce Signal Éduc de déclarer les faits, que ce ne soit pas juste une justice entre guillemets interne à l'éducation nationale et qu'on reste bien sur la justice. Donc comment on peut articuler tout ça? Et puis après, vous aviez parlé de vos 80 articles 40. Moi, il y en avait... Quelle proportion est très prescrite, pas prescrite? Je pense que c'est important aussi pour nous de le savoir, parce que dans l'une de vos recommandations, vous avez recommandé le travail sur l'imprescriptibilité. Alors, il y a plusieurs notions comme ça dans la protection de l'enfance dont on entend parler depuis plusieurs années, que ce soit la notion de discernement pour les enfants mis sous protection ou cette notion d'imprescriptibilité. Deux notions purement juridiques qu'il faut analyser au niveau juridique. Je pense que c'est le plus important. Et moi, je vous propose, dans tous les cas, que la délégation se saisisse, parce que je sais que vous vouliez faire un travail transpartisan, mais que nous, on peut se saisir assez rapidement de ce sujet-là, et notre délégation est transpartisane, donc je pense que ça peut être intéressant, en restant bien entendu, sur l'imprescriptibilité due au crime qui aurait lieu dans la minorité, parce que c'est pour nous quelque chose d'important. Donc c'est une proposition que nous faisons pour que ça aille vite, et parce que vraiment, ces deux notions sont des serpents de mer depuis longtemps sur ces sujets-là, et à un moment... on ne peut pas continuer à laisser l'émotion ou ceux qui crient le plus fort avoir raison. Il faut qu'on regarde juridiquement, qu'on pose les choses et qu'on regarde ce qui est le mieux pour nos enfants sur ces thèmes-là. Et donc, voilà ce que j'avais à vous dire dans un premier temps, mais peut-être que ça reviendra après nos échanges. Merci, chers collègues, pour vos questions. Elles sont nombreuses et précises. Nous allons essayer d'y répondre. Et d'abord, Madame la Présidente, nous nous réjouissons de la proposition que vous faites, de vous saisir d'une de nos recommandations. Et elle appelle en effet à ce débat, à mettre des éléments, des arguments, des regards, des expertises divers, croisés, sur la table, parce que cette question, elle est sensible, elle est délicate, elle est importante, elle est une question de fond. Je crois qu'elle traverse tous les groupes parlementaires de l'Assemblée. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il fallait procéder ainsi, et c'est très heureux si la délégation des droits de l'enfant veut contribuer à ce que cette recommandation se concrétise. Monsieur le député Arnaud Bonnet, chers collègues, je veux ici saluer, c'est l'occasion de le faire, votre investissement dans notre commission d'enquête parlementaire, puisque vous avez participé à un très grand nombre de nos auditions. Vous avez contribué à nos travaux, et je veux vous rejoindre quand vous dites que vous appelez au fond à élargir la focale, sans poser de questions précises, mais c'est tout à fait approprié en vérité sur la question au fond de ces violences faites aux enfants. En pointant un problème, moi, ce qui m'a peut-être le plus choqué au fond dans ces 4 mois de travaux, j'ai été bouleversé par les témoignages, mais ce qui m'a choqué, c'est la persistance d'entendre tous les jours, c'était comme ça avant, comme si ça n'était plus aujourd'hui, comme si c'était autorisé hier. Et ce qui montre qu'il y a une culture de la violence sur les enfants qui est encore très présente dans notre société, qui va bien au-delà de la question qui nous intéresse, et qui montre sans doute l'importance qu'il y a à affronter ce rapport à l'enfant, ce qui, bien sûr, nécessite d'aborder la question de façon totalement globale. C'est une des frustrations de notre commission d'enquête, c'est que nous avons souvent buté au bord du périmètre de notre action. Nous sommes restés dans le périmètre, c'est bien légitime. Mais bien sûr, beaucoup des recommandations que nous faisons ont vocation, en vérité, à être élargies bien au-delà du périmètre de ce temps de la vie de l'enfant, qui est celui de sa présence dans un établissement scolaire. Et oui, continuons ensemble, et d'une façon ou d'une autre. Voilà, la question maintenant, c'est comment l'Assemblée nationale, ses parlementaires, continuent ce travail
pour garantir que les choses changent. Il faut qu'elles changent très vite, urgemment. C'est la responsabilité du gouvernement du point de vue de l'urgence, c'est la nôtre du point de vue des transformations de fond qui sont nécessaires jusqu'à légiférer. Et nous avons l'intention, avec Violette Spitbout, d'avancer dans cette direction avec vous tous, avec tous ceux qui souhaiteront nous rejoindre dans ce travail. Madame la députée, sur la question du contrôle et la question du contrôle précisément, ou de l'absence de contrôle dans les établissements privés sous contrat, ces établissements privés sous contrat, à 96%, ils se revendiquent du réseau de l'enseignement catholique, donc dans leur écrasante majorité. Même s'il existe d'autres types de réseaux, il existe un réseau laïque, un réseau juif, un réseau protestant, un réseau d'écoles de langue régionale, et un réseau musulman, c'est le plus petit d'entre eux. Et là, je dois vous dire et insister, c'est d'ailleurs une des analyses que nous faisons dans le rapport, que pour le coup, ces établissements privés musulmans, qui sont une dizaine à être sous contrat en France, eux sont criblés de contrôle. Et c'est un point qui nous a stupéfait, de voir une absence totale de contrôle dans les établissements relevant du réseau catholique et un criblage du contrôle dans les établissements privés du réseau musulman. Un chiffre pour l'illustrer, le lycée Averroès de Lille, qui a vu son contrat d'association être rompu par le préfet du Nord avant qu'il soit rétabli par le tribunal administratif de Lille, et que la ministre de l'Éducation nationale fasse appel de cette décision, et donc il y aura une décision en appel dans quelques mois, a été à 14 reprises contrôlé en quelques années. Je rappelle le chiffre de 12 contrôles sur 7500 établissements en 7 ans, ailleurs dans le pays, 14 contrôles pour le lycée Averroès en quelques années, et des contrôles de tous les services de l'État, de l'inspection générale de l'Éducation nationale, de la Chambre régionale des comptes, de la Direction régionale des finances publiques, etc., etc. Et ce qui nous frappe, bon, il y a beaucoup à dire du point de vue de ce traitement très particulier, même discriminatoire à certains égards de ces établissements, mais ce qui nous frappe, et du point de vue de la question de la prévention des violences, c'est qu'on voit que l'État a les moyens en vérité de contrôler lorsqu'il le souhaite, lorsqu'il y a une volonté, notamment une volonté du préfet qui aujourd'hui concentre l'essentiel des prérogatives en la matière. Donc il y aurait la capacité pour lui d'assumer une même exigence dans un plus grand nombre d'établissements. Mais ce qui nous frappe, c'est aussi de voir ces moyens qui sont rares se concentrer toujours aux mêmes endroits et donc manquer ailleurs. Cette concentration du regard, elle conduit aussi à ce que ce regard soit absent de tant et tant de situations. En regard de ces 14 contrôles, à Betaram, c'est aucun contrôle ces 30 dernières années. Vous voyez que là, dans ce contraste, il y a quelque chose qui choque. Un chiffre sur le hors-contrat, car sur les établissements publics, nous n'avons pas le chiffre du nombre de contrôles, mais sur les établissements hors contrat, il y en a 1800 à peu près en France. En 2023, 600 contrôles. C'est considérable, hein, c'est un tiers du volume qui est contrôlé en une année seulement. Donc là, le travail est, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de questions spécifiques hors contrat, mais vous voyez que la situation n'est pas du tout la même. Est-ce que je poursuis ou est-ce que tu souhaites On alterne. On alterne. Donc merci également pour vos questions, pour la participation aux travaux. Je crois qu'il y a des députés de tous bords qui sont venus à différents moments de la commission d'enquête et une forte présence au moment de la présentation du rapport et des questions, ce qui augure d'un bon travail pour la suite. Sur les suites du contrôle, peut-être, Madame la députée, vous dire que effectivement, ce qui nous a frappé dans les dossiers anciens, mais encore aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise quand un contrôle est fait. Ce contrôle, il aboutit sur un rapport, sur une lettre de transmission. On peut avoir des débats sur la formalisation de tout ça. Mais ce qui est le plus frappant, c'est de voir ce qui se passe après ou ce qui ne se passe pas après. Et aujourd'hui, dans la loi, dans les règlements, ce qui se passe après n'est pas suffisamment formalisé pour qu'il soit systématique, égalitaire et qu'il permette qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Parce qu'en fait, si c'est un peu au bon vouloir de tel territoire, de tel rectorat, de telle inspection, l'inspection générale de l'enseignement ou l'inspection académique, ben forcément, ça favorise ces trous dans la raquette, ça favorise les sujets d'influence ou d'omerta que l'on a pu soulever dans certains témoignages. Et donc, ce que nous proposons, c'est que contrairement à des exemples que nous avons vus comme à Riaumont, où après un contrôle accablant, il se passe 2 ans, rien du tout. Et au bout de 2 ans, c'est le chef d'établissement qui écrit au recteur pour lui dire « Vous savez, j'ai tout mis en conforme, croyez-moi ». Et on s'arrête là. C'est-à-dire sur du simple déclaratif.
Nous, on propose ce qui se fait dans d'autres domaines que l'éducation nationale, c'est que quand il y a un service de contrôle, il y a une mise en demeure avec des mesures obligatoires, des mesures facultatives. Sur ces mises en demeure, il y a un calendrier de réalisation. Il y a des choses qui doivent être faites dans la semaine. Imaginons que lors d'une inspection, les inspecteurs tombent sur des frigos avec des aliments périmés et avariés. Eh bien, il y a une urgence à agir. On a vu des scandales encore l'été dernier sur des problèmes de chaînes alimentaires dans des établissements périscolaires. Et donc, des mesures immédiates, des mesures avec un délai de 1 mois, 3 mois de mise en œuvre, et des mesures qui sont plus de l'ordre de l'amélioration. Et le contrôle sur la réalisation de ces mesures doit être fait aussi par l'inspection qui a fait le contrôle, et pas sur simple déclaration, parce que vous imaginez bien que dans le cas de manquements systémiques, et on n'est pas que sur le sujet des violences d'ailleurs, cette méthode-là peut être sur l'ensemble de la chaîne de contrôle. Sur le sujet du signalement à la justice et de la déperdition parfois de tous ces signalements, où la parole s'est libérée, où l'éducation nationale a pu faire son travail, les parents aussi, et puis on arrive dans le domaine de la justice. Nous n'avons pas passé sous silence ce point-là. Nous avons auditionné des ministres de la justice, anciens, actuels, sur les classements sans suite, sur la priorisation dans les parquets des violences faites aux enfants, sur le lien certainement insuffisant entre l'OFMIN, la brigade spécialisée nationale qui enquête sur la pédocriminalité systémique, mais qui est en train de déployer des antennes dans les différents parquets, mais qui ne sont pas connus des procureurs, qui ne sont pas encore opérationnels. Donc là, effectivement, sur ce sujet de la prise en compte immédiate de la protection de l'enfant, je crois qu'il y a énormément de progrès qui peuvent être faits et que dans les échanges que nous avons eus et sur les recommandations qu'on a, il faut que la justice, d'abord, ne classe pas sans suite, sans explication, qu'il y ait une priorisation des dossiers de protection de l'enfance, notamment qui viennent des CRIP, avec le problème de la surcharge des CRIP et des retards de prise en charge des CRIP, et puis que la justice s'organise pour que les violences sur les enfants soient une priorité dans les parquets, comme elles l'ont été depuis quelques années sur les violences faites aux femmes, même si tout n'est pas résolu. Et sur le sujet on va dire des mesures de protection. D'ailleurs, vous verrez dans le sujet, dans le rapport, que dans les recommandations, nous évoquons cette loi de 2016 qui permet la transmission d'informations entre le ministère de l'Éducation nationale et la justice, notamment sur des adultes agresseurs potentiels. Et cette loi de 2016 qui a fait l'équilibre entre la protection de l'enfant et la présomption d'innocence des potentiels agresseurs, nous recommandons que les mesures conservatoires soient prises de façon beaucoup plus rapide par l'Éducation nationale, parce que dans plusieurs cas, on a vu que l'excuse du temps long de la justice empêchait l'Éducation nationale de prendre une mesure conservatoire, ralentissait, et on l'a encore aujourd'hui. Moi, je l'ai encore aujourd'hui dans des discussions, et nous, avec des recteurs, qui aujourd'hui disent « Oui, mais on attend la fin de l'enquête pour voir. » Et si on attend pour voir, eh bien, parfois, on ne protège pas l'enfant. Et puis un petit mot sur le 119 que tu pourras compléter, sur le sujet des moyens du 119. Déjà, on peut se réjouir que le 119 ne soit pas revenu sur ses horaires d'écoute, puisque ça reste 24 heures sur 24 et qu'il y avait un doute à un moment. Il y a une nouvelle direction donc, qui établit un plan stratégique. Rappelons une différence entre le 119 et le signal éduc que l'on propose. Le signal éduc, la cellule de signalement, Madame la Présidente, ne s'adresserait qu'au sujet des violences d'adultes ayant autorité sur des enfants et ne serait ouverte que aux enseignants qui voudraient signaler ou aux parents. Ce n'est pas une cellule qui est ouverte aux enfants comme un nouveau numéro supplémentaire. L'enfant, il s'adresse au 119, il fait les boîtes aux lettres papillons, il parle à un adulte, mais pour nous, le signal éduc répond à un manquement au sein du ministère de l'Éducation nationale qui permet à un lanceur d'alerte, parents d'élèves désignés, personnel périéducatif ou enseignants, de faire un signalement en liberté, en indépendance, et que celle-ci soit, et vous avez raison, chargée de saisir la justice, de saisir la hiérarchie, mais ne se substitue pas. Voilà. Et puis sur le 119, le recrutement, on n'a pas beaucoup travaillé sur ce sujet des moyens. C'était pas vraiment dans le champ de la commission d'enquête. Je peux vous donner une conviction personnelle, c'est que dans tout le débat qu'on a eu sur le sujet des moyens de l'éducation nationale, de la réduction du nombre de postes de professeurs ou pas, et du maintien des 4000 au moment du PLF, il y a une réalité, c'est qu'on a dans l'environnement de l'éducation nationale beaucoup de gens extrêmement compétents,
des gens qui aujourd'hui voient peut-être leur poste disparaître ou suspendu parce qu'il y a une baisse démographique dans certains territoires, des réorganisations, et que j'imagine que si le 119 pouvait avoir par exemple des mises à disposition de personnel de l'éducation nationale détaché et formé, on aurait peut-être beaucoup de volontaires qui auraient envie de faire un passage pendant quelques années au 119. Je crois qu'il faut avoir au 119 un plan stratégique et de recrutement innovant, et pas que par recrutement externe. Je pense que dans beaucoup de secteurs de la fonction publique, peut-être dans la magistrature, des gens qui ont fait beaucoup face aux administrés pendant des années, eh bien, peuvent passer en écoutant ou en traitement des signalements. Voilà, il y a des compétences. Signaléduc a pour but de rassembler ces compétences et d'avoir, on l'a pas beaucoup dit aujourd'hui, au cœur de Signaléduc, le conseil des victimes, c'est-à-dire le collège des victimes qui puisse avoir sa place. Et peut-être que dans le 119, il faut aussi travailler toute cette place des différentes compétences complémentaires. Jolès Spilbout a précisé l'objet de Signaléduc, c'est-à-dire une cellule nationale qui serait animée par, en effet, des représentants de collectifs de victimes. Et il y a une expérience, il y a une expertise des victimes. Elle est tragique, elle est là, et il faut s'en servir. Par des inspecteurs de l'éducation nationale représentant l'ensemble des corps, par des magistrats aussi. Et elle aurait vocation, en répondant à des personnels, en répondant à des parents d'élèves délégués, à orienter, à s'assurer que la justice en effet est saisie, à orienter vers les CRIP quand il s'agit de violences intrafamiliales. Et on a vraiment constaté à quel point cette mission des CRIP n'était pas claire dans l'esprit de temps et temps de professionnels de l'éducation. D'ailleurs, pas claire parfois, y compris du côté des collectivités territoriales, où il peut y avoir des interprétations qui sont différentes. Et cette cellule nationale aurait la vocation d'assurer un retour à celui ou à celle qui a fait le signalement, et cela nous paraît indispensable. Aujourd'hui, on constate, quand il y a un article 40, aucune suite, le plus souvent, qui est donnée. Donc, ça n'encourage pas à nouveau à alerter, à signaler. On peut avoir l'impression qu'aucune suite n'a été donnée. Et puis, cette cellule, elle aurait des moyens d'action, puisqu'elle pourrait saisir l'inspection générale ou des corps d'inspection à l'échelle académique pour aller, quand des signalements se concentrent sur un établissement, diligenter des enquêtes administratives transversales, panoramiques, qui sont celles qui sont les plus à même de détecter des faits de violence, pour s'assurer que, au-delà d'un signalement individuel sur un adulte, par exemple, l'établissement ne dysfonctionne pas au point de menacer la sécurité, les droits des enfants. Voilà comment nous envisageons le fonctionnement de cette cellule Signaléduc. Et oui, nous n'avons pas voulu créer un nouveau numéro. On a eu ce questionnement, bien sûr, et donc nous avons souhaité que le 119 reste le numéro d'appel pour les enfants. Il y a une discussion que nous avons eue avec Sarah El Haïry sur un 119 Pro, par exemple, qui aurait pu permettre à des adultes d'appeler ce numéro pour être ensuite réorientés. Bon, tout ça, évidemment, est toujours à débattre, à discuter. Il nous a paru nécessaire de doter l'éducation nationale d'une cellule unique, unifiée, centralisée, vers laquelle tout remonte pour garantir un suivi en amont et en aval de ces signalements, et que les décisions qui doivent être prises le soient. Si vous me permettez juste, j'ai retrouvé, il me semble bien que j'avais un oubli. Aujourd'hui, les enfants nous l'ont rappelé, enfin les jeunes qu'on a vus tout à l'heure nous l'ont rappelé tout à l'heure, encore faut-il que les enfants aient conscience qu'ils sont victimes. Et on le voit bien dans la libération de la parole de plusieurs des victimes à l'heure actuelle. On se rend compte qu'ils n'avaient pas forcément la vision d'être victime à l'époque. Donc si on n'a pas la vision d'être victime, c'est compliqué d'essayer de le signaler ou d'appeler à l'aide. Et donc, est-ce que vous avez regardé sur comment on pouvait faire, comment on pouvait interagir? Parce que les EVARS, ils nous en ont parlé, mais on voit bien que ce n'est pas toujours des enseignements qui leur parlent à l'instant où ils en ont besoin. Et donc, le vrai sujet pour moi, il est là. C'est comment on fait pour que les enfants victimes sachent qu'ils sont victimes encore aujourd'hui. Et du coup, on parle beaucoup du privé, mais ces violences peuvent aussi arriver dans tout type d'établissement. Et pour l'avoir vu dans ma circonscription récemment, l'éducation nationale manque de procédures pour accompagner le chef d'établissement quand il découvre quelque part qu'un adulte dans l'établissement commet des faits. Alors, pas forcément de violence physique, mais d'abus de confiance, de choses comme ça. Et est-ce que ça, vous avez travaillé cette partie-là avec l'éducation nationale pour essayer de trouver
un accompagnement des chefs d'établissement au plus près quand ils sont confrontés à ce genre de fait, parce que j'ai pu voir, je vous dis récemment, qu'elle avait été assez seule au départ, et heureusement que c'était une directrice, une principale d'établissement qui avait une formation de psychologue au départ et qui a pu traiter correctement ces choses-là, mais on voit bien que c'est quand même assez compliqué. Et je ne sais pas s'il y avait des questions supplémentaires. Oui, c'était sur Signal Éduc. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire des déclarations, des signalements anonymes, de façon anonyme, avec peut-être un numéro pour bien s'assurer que ce ne soit pas une fausse information, mais parce que beaucoup de personnes aussi, vous l'avez plus ou moins évoqué tout à l'heure, n'osent pas faire un signalement. Voilà. Alors sur le sujet de la conscience d'être victime, effectivement, d'abord il y a des fois les chocs traumatiques qui font qu'il y a des victimes qui ne savent parler ou écrire que de nombreuses années après. Mais effectivement, il y a tout le sujet de l'éducation et de la prévention. On a une grosse partie du rapport consacrée déjà à ce qui existe aujourd'hui et qui met sur le papier, dans le privé comme dans le public, toutes les mesures. Dans l'enseignement privé catholique, il y a le plan 3PF. Dans l'enseignement public, il y a la formation initiale et continue. Il y a des réunions obligatoires dans tous les établissements avec les procureurs, dans toutes les académies avec les procureurs de la République sur qu'est-ce qu'on doit signaler, la différence entre IP. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui existent. Et d'ailleurs, dans les recommandations, il y a des fois poussé à rappeler un certain nombre de règles qu'il ne faut pas remettre dans la loi, mais qui sont des circulaires, des initiatives à reprendre, puisqu'il est un petit peu difficile dans le déploiement de toutes ces politiques de prévention, c'est d'entendre Ségolène Royal qui nous explique la circulaire extraordinaire qu'elle a prise il y a une vingtaine d'années, je crois, qui mentionnait tout ce qu'on devrait mentionner aujourd'hui et qui avait conçu un guide qui était dans toutes les écoles de France, Mon corps c'est mon choix, et ce guide, après qu'elle soit plus ministre, 2 ans après, il n'y a plus de guide. Et donc il y a des choses, des fois, c'est un éternel recommencement. On a vu à quel point dans ce sujet, de l'omerta sur des nombreuses années ou sur une région, le sujet des changements de gouvernance, que ce soit dans les rectorats, dans les départements ou dans les ministères, ou avait à chaque fois noyé l'action publique. Donc il y a ce sujet de traçabilité, de continuité qui nous semble très important. Et puis un long passage aussi sur les moyens de la médecine scolaire, de la formation à des écoutants en capacité d'entendre la parole des enfants. Donc évidemment que c'est un sujet majeur, la conscience d'être victime et qu'on n'a pas le droit de toucher à son corps ou d'être humilié. Avec un petit mot peut-être, comme ça je laisserai la deuxième partie de la réponse à Paul Vannier, un petit mot sur le fait que, rappelons, parce que même si cette audition est consacrée aux violences, que dans l'enseignement privé, catholique ou non catholique, comme dans le public, la plupart des enseignants, la grande majorité des enseignants sont bien traitants, aiment leur métier, qu'il n'y a pas des violences partout et qu'il y a beaucoup d'enfants heureux et qui s'épanouissent et qui n'ont jamais connu de violence à l'école. Néanmoins, voilà, on s'est concentré sur ce sujet-là et ça commence par l'humiliation jusqu'au pire. Donc c'est nécessaire d'agir. Pour permettre aux enfants de reconnaître ces violences et de les dénoncer, il y a des mesures extrêmement rapides qui pourraient être prises, puisque la loi prévoit en principe une séance annuelle d'information et de sensibilisation à l'enfance maltraitée. Il ne manque que le décret d'application pour que cette loi soit enfin réalisée. C'est la recommandation 25 de notre rapport, que ce décret soit publié. Ça ne sera pas suffisant. Départ, ça ne sera pas suffisant, mais c'est en tout cas un moyen de plus, un outil de plus pour les élèves. Concernant les chefs d'établissement, il y a en effet cet enjeu à ce que soit généralisée, systématisée cette rencontre annuelle entre les procureurs et les chefs d'établissement. D'ailleurs, garantir que les chefs d'établissement des établissements privés soient aussi associés à ces rencontres. C'est souvent l'occasion de redire les modalités de recours à l'article 40, les procédures qu'il y a à assumer en la matière, et de rappeler que l'article 40 peut être assumé par un fonctionnaire, quel que soit son statut, sans parallèlement procéder à un signalement par la voie hiérarchique. Il n'y a aucune nécessité, aucune obligation, il y a un devoir de loyauté, mais il n'impose pas de passer systématiquement, de doubler, voire, et c'est trop souvent le cas, de passer par la voie hiérarchique et de renoncer à l'article 40 par crainte d'être en défaut de loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie, de son administration. De ce point de vue-là, et ça renvoie aux questions autour de peut-être de l'enjeu de l'anonymat, pour ceux qui signaleraient, nous n'avons pas
Ce point-là, précisément, nous n'y avons pas répondu, même si nous avons voulu créer une cellule nationale qui permettrait à des personnels, encore une fois, quel que soit leur statut, de contourner, quand c'est nécessaire, le chef d'établissement, qui peut constituer un verrou ou un filtre à la transmission de l'information et qui peut être perçu comme quelqu'un, plus encore dans l'établissement privé sous contrat, car là, il a une tutelle qui s'exprime de façon plus directe sur les personnels. Le chef d'établissement peut être vu comme celui qui engagerait des moyens de répression vis-à-vis de celui ou de celle qui dénoncerait une violence. Alors donc, en saisissant directement une cellule nationale, celui qui assume de dénoncer la violence dont il a été le témoin échappe à ce risque potentiel, et peut-être que la nécessité de garantir son anonymat est moins nécessaire dans un circuit comme celui-là que dans un autre, même si là encore, et nous ne prétendons pas d'ailleurs que nos 50 recommandations se suffisent à elles-mêmes, qu'elles soient toutes pures et parfaites, et évidemment, dans le cadre de la suite de nos travaux, du débat parlementaire, de la confrontation de ces recommandations à un certain nombre de réalités, il faudra réfléchir, préciser, modifier ce qui doit l'être dans un souci, bien sûr, d'efficacité. Peut-être juste une précision par rapport à cette question de l'isolement du chef d'établissement, parce que ça nous est apparu beaucoup par les syndicats. On a reçu les syndicats de chefs d'établissement publics et privés. C'est dans le concept de la cellule Signal-Éduc que nous ne serons pas chargés de mettre en place en tant que tel, mais en tout cas qui est en conseil à l'exécutif. L'idée, c'est bien qu'il y ait une mission de conseil et d'accompagnement. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement ou un enseignant qui en appel à la cellule de signalement, est accompagné dans ses démarches et suivi dans ses démarches. Et donc, y compris sur les sujets légaux, sur la protection fonctionnelle, sur tous ces sujets-là, on voit à quel point tout le monde est perdu entre le statut de témoin, de lanceur d'alerte, etc. Et donc, un conseil juridique spécifique, à la fois pour les victimes ou ceux qui ont le courage de lancer le sujet, ça nous semble important parce que cet isolement des chefs d'établissement, on l'a bien entendu dans les témoignages et il est repris dans le rapport. Merci beaucoup. Les EVAR, c'est important. On a un nouveau programme. On espère que du coup, ça sera efficace. Mais pour avoir discuté avec les enfants, il faut peut-être qu'on construise ce programme avec eux pour être sûr que ça corresponde à ce qu'ils comprennent et à ce qu'ils sont à l'âge d'entendre. Parce que tout à l'heure, on leur a posé des questions sur la jolie pub de la petite fille qui signale les violences. Vous l'avez, on l'avait tous vu. En fait, ils l'ont pas vu. C'était pas le bon média, c'était pas au bon endroit, c'était pas le bon âge. Et donc, on a vraiment beaucoup à faire. Et je pense qu'il faut faire avec les enfants pour trouver, la bonne solution pour faire passer le message. Et en tout cas, tous les enfants, s'ils pensent être victimes de violences, qui ne se posent pas la question s'ils ne le sont pas, ils appellent le 119 et ils pourront leur dire si vraiment ils sont victimes ou pas. Vaut mieux appeler et qu'on vous dise que ce n'est pas une violence plutôt que de laisser passer des violences qui auraient lieu. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre travail. Donc, on va regarder selon quelle modalité on fait ce travail sur l'imprescriptibilité. Mais en tout cas, on va s'en saisir dès le mois de septembre parce que ça fait trop longtemps que ce sujet, je vous dis, avec un autre sujet, mais ces deux sujets de notions juridiques pures doivent à un moment ou à un autre être regardés sous le point de vue juridique aussi sur le point de vue des associations et des victimes, mais qu'on puisse avoir un réel débat, à charge et à décharge pour savoir ce qu'il faut faire de mieux sur ces sujets-là. Merci beaucoup, merci pour votre travail et puis bonne continuation pour les autres les autres propositions que vous faites. Moi, les recommandations, je peux vous dire que j'en prends une. Les autres, les 49 autres, je vous laisse les porter pour essayer de les faire aboutir. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Un petit message, c'est qu'on a fait notre présentation peut-être parce qu'on l'a fait beaucoup en ce moment en ne disant pas, et merci Madame la Présidente, que le travail sur l'imprescriptibilité ou sur l'allongement des délais de prescription est la priorité d'une grande partie des victimes anciennes et que donc le fait que vous vous engagiez, s'il y a une mission d'information à la rentrée ou quelque chose de transpartisan, qu'on puisse nous contribuer et suivre ces travaux, je pense que c'est une annonce extrêmement forte. Pour les victimes, c'est un premier pas de la reconnaissance de leurs paroles, parce que nous avons évolué et travaillé ensemble sur ces sujets en transpartisan, et qu'on se dise qu'il y a une délégation officielle, une commission officielle de l'Assemblée nationale qui reprend cette proposition, ce n'est pas une parmi 49. Voilà.